Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités. Donc, je m'appelle Maëlys Labusquière et je coordonne au BASIC depuis 3 ans nos projets de recherche, d'études pour les organisations de la société civile et syndicale, dont celle que Christophe va vous présenter aujourd'hui. Et donc moi, je m'appelle Christophe Alliot et je suis le président de la coopérative, parce que Basic est une coopérative. On a une dizaine, une petite dizaine, enfin un peu plus d'une dizaine d'années, bientôt 12 ans d'existence, et on travaille globalement sur tout ce qui est la question des impacts et des enjeux sociaux, économiques, environnementaux liés à nos modes de production et de consommation. Donc ça fait large comme ça, mais disons qu'on essaie d'apporter un regard système, filière, notamment sur les questions d'agriculture et alimentation, mais aussi sur d'autres filières. On a travaillé sur le plastique, sur l'édition, sur le textile, sur les matières extractives, à destination de deux cibles, des pouvoirs publics. On travaille directement soit à des niveaux locaux, un peu partout en France, et on commence aussi un petit peu en Belgique, soit à des niveaux internationaux, donc Commission européenne ou organisation intergouvernementale, et puis entre les deux, les ministères en France ou les agences d'État, pour leur apporter justement des connaissances, des données, des méthodes sur ces questions-là. Et puis une autre grande partie, donc qui est celle sur laquelle travaille Maëlys, c'est de nourrir le débat public à travers des études qu'on mène pour ONG, syndicats, aux échelles pareil France, européenne, internationale, pour apporter les choses dans le débat public. Et les deux essaient de se nourrir, c'est-à-dire d'un côté apporter les éléments dans le débat public et deux, bah, derrière ça, une fois que on l'espère souvent que ça fait débat, du coup, de pouvoir après, un peu comme vous, et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'interactions par rapport à ce que vous avez, Frédéric, apporter des outils, des instruments pour que la décision publique puisse prendre ses responsabilités et prolonger, en fait, en prenant des décisions, quoi. Et du coup, donc je pense que vous voyez mon écran là maintenant. Le travail qu'on a mené. Donc là, je vais prendre une petite vingtaine de minutes pour vous présenter les résultats et puis je vais devoir m'esquiver après, mais Maïlis pourra répondre à vos questions. Et désolé, parce que c'était prévu que je reste jusqu'à à distance, mais on a quelques autres impondérables aujourd'hui. Mais du coup, l'étude qu'on a menée sur les coûts sociétaux de l'alimentation, c'est une commande, un travail en partenariat avec quatre structures de la société civile que vous voyez là, qui est du coup un consortium un peu nouveau par rapport à ce que nous on avait fait dans le passé. On a le Secours catholique, les CIVAM que vous connaissez bien, je pense, Solidarité Paysan également, et la Fédération française des diabétiques. Donc on a à la fois des structures qui travaillent sur le maillon agricole, sur la question de la consommation et notamment des publics précaires, et puis la question de la santé. Le point de départ de l'étude, rien de nouveau là-dedans. Quand on entend des éléments sur le système alimentaire, on nous amène souvent, alors on a réactualisé un peu des chiffres sur la partie déjà socio-économique, sur le fait que l'alimentation, c'était notre angle d'entrée dans l'étude assumé, un angle assez économique ou socio-économique, c'est une grande partie de l'activité de notre pays. Donc, vous voyez, 350 milliards de chiffre d'affaires en 2021 et près de 3 millions d'emplois. Donc, beaucoup de gens qui en vivent, au-delà bien sûr de l'importance que ça a pour nous tous se nourrir tous les jours, 3 fois par jour. Mais on voulait avoir un peu comme ce qui est schématisé ici, un peu l'envers du décor, le dessous de l'iceberg. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont faire écho à la présentation que tu nous as donné, Frédéric, avant, sur laquelle je vais revenir. Notre périmètre, c'est donc tout le système alimentaire. On parle de l'agriculture, on a été regarder la transformation, on a été regarder la distribution, mais aussi la restauration, tous les maillons qu'il y a entre ça, donc tout ce qui va quelque part, au final, unir directement, indirectement les paysans, paysannes jusqu'aux consommateurs, consommatrices, mais aussi avant ça, tous les fabricants d'intrants pour l'agriculture. Et puis, on a regardé tout le système France et les interactions avec les autres pays européens et au-delà de l'Europe, les autres pays étrangers. On a d'abord fait un travail historique qui a été important pour nous. Alors, tout ce que je vous dis, c'est complètement disponible dans notre rapport. On a aussi une synthèse d'une trentaine de pages qui est disponible et un rapport beaucoup plus exhaustif. On a d'abord fait un travail historique de comprendre la trajectoire d'où on était parti après la Seconde Guerre mondiale et quelque part comment on en était arrivé au système actuel. Pour faire simple, ça prend à peu près ce schéma-là que vous voyez sous vos yeux. Deux roues qui s'engrainent, c'est un peu comme un véhicule qui avance, et ces deux roues, elles sont articulées au milieu par un objectif
maximisation des volumes produits et de la valeur. Le contrat social post-Seconde Guerre mondiale, après je vous apprends rien, il est plutôt tout en haut en fait. Une nourriture qui doit être comestible, dont qui ne provoque pas des problèmes de santé directs dans les heures qui suivent, et à bas prix pour le plus grand nombre de Français, et même au-delà. Et pour constituer ce système, c'est là qu'a été édicté l'objectif qu'il y a au milieu, volume et valeur. Et pour arriver à faire ça, c'est là qu'on rentre dans les deux cercles que vous voyez. Il y a un cercle à gauche et à droite. Côté gauche, on est plutôt sur la partie agricole et côté droite, plutôt sur la partie qui va aller vers le consommateur. Sur la partie agricole, ça a été un long processus, mais qui a eu, nous on a l'impression en tous les cas, à débattre avec vous, comme effet structurant, de décomposer ce qui était à l'origine l'alimentation essentiellement produite à la maison dans des ingrédients, des matières premières qui, par volonté, en fait, on peut revenir là-dessus, on a pas mal de choses et de preuves, d'éléments historiques, c'était aussi une volonté politique, de standardiser, de massifier cette production d'ingrédients et de matières premières pour pouvoir démultiplier la capacité à faire cette production comestible, saine au sens comestible et à bas prix. Et ces bas prix viennent du fait que la standardisation et la massification a permis déjà en France de mettre en concurrence économique directe des producteurs partout dans le pays qui n'ont pas du tout les mêmes coûts de production, je vous apprends rien. Bien sûr, en ouvrant les frontières, ça a été étendu d'abord à l'Europe, puis au reste du monde, donc avec un prix qui, par l'effet structurant des marchés, est celui le plus bas auquel les producteurs acceptent de vendre, et qui reflète pour beaucoup soit des bas coûts de production, soit vraiment une acceptation des agriculteurs des prix qui leur sont donnés. Et à droite de l'équation, c'est peut-être un peu moins vu, en tout cas on a l'impression, mais c'est ce qui ressort très clairement de tout le travail de revue de littérature qu'on a fait. Au contraire, on a presque une mécanique inverse qui, à partir de ces ingrédients très standardisés, reconstitue une multiplication de produits de l'ordre de grandeur de dizaines, de centaines de milliers de produits différents, tous faits à partir des mêmes briques qui les composent, mais qui vont se différencier plus par leur constitution. Alors certes, il y a un peu plus de ceci, un peu moins de cela, des listes d'ingrédients plus ou moins nombreuses, mais globalement, c'est le marketing et la publicité qui vont créer la différence. Et c'est l'arrivée des grandes marques. Et ça a été l'histoire des 70-80 dernières années, même si elle préexistait un petit peu avant, mais à cette échelle-là qui a ouvert en fait ce qui est perçu comme une grande diversité qui en fait est faite sur les mêmes briques de composition. Et c'est cette diversité et cette segmentation croissante, on va retrouver de l'alimentation pour les jeunes, pour les vieux, pour les sportifs, je ne vous la fais pas, permet en fait de conjuguer côté gauche des bas prix, mais côté agricole et structurellement à la baisse sur plusieurs décennies, alors qu'à droite, on avait au contraire la création de valeurs importantes. Donc ça, c'est un peu la vision historique et qui nous amène aussi, je vous apprends rien, un système très concentré. Donc là, le schéma se lit de la gauche vers la droite. On a depuis la gauche les fabricants d'intrants, vous voyez, qui va se trouver dans un système alimentaire qui se trouve pris entre ces deux roues dentées à chaque fois. L'ensemble du nombre des agriculteurs, agricultrices et des travailleurs et travailleuses qui sont dans les champs. On va avoir un petit nombre de transformateurs. Vous voyez là les dernières statistiques de concentration en fait, des transformateurs. On a passé au crible en fait, les 100 premiers qu'on avait en France. Les distributeurs, là ils sont connus d'un peu tout le monde. La partie restauration qui est loin d'être anodine parce qu'elle est aujourd'hui en train de se trouver avec les mêmes pratiques que la distribution via les sociétés comme Metro qui font du cash and carry et qui structurent aujourd'hui de plus en plus la restauration sans parler de la restauration rapide, la fast food. Puis bien sûr les consommateurs. Donc là on a un effet d'étranglement, on voit à trois maillons clés de la chaîne qui sont aussi les trois maillons où on va avoir une forte concentration de la création de valeur monétaire économique. Alors pour aller plus loin, on a essayé de faire un travail un peu original et nouveau sur la question des chaînes de valeur. Donc c'est un prisme qui va un peu au-delà des filières. On a recomposé de manière simplifiée en fait la vision des chaînes de valeur de tout le système alimentaire français, depuis les paysans tout en bas là sur le schéma, la transformation, la distribution, restauration et la consommation. Et on a essayé, alors c'est une manière simplifiée, mais de donner à voir ce qui se jouait en termes de fixation des prix. C'est le petit P que vous retrouvez à trois interfaces clés des chaînes de valeur.
donc entre l'agriculture et le milieu de chaîne, et entre le milieu de chaîne et la distribution-restauration, et puis au dernier maillon avec les consommateurs. Et on a deux grandes façons, en fait, nous dit la littérature, de définir les prix, quelque part, soit venant du bas, soit descendant. Venant du bas, c'est la capacité, quel que soit le maillon de la chaîne, à avoir une production qui se différencie des concurrents et à avoir une rémunération. Alors, est-ce qu'elle est juste? En tout cas, elle reflète un travail particulier. Alors qu'en orange, on a au contraire une contrainte qui est donnée, c'est-à-dire que le prix, il est déterminé par un marché, c'est-à-dire la mise en concurrence la plus large possible, et les acteurs n'ont pas beaucoup d'autres choix que d'accepter les prix qui leur sont édictés, soit par un marché boursier, par un système d'appel d'offres, il y a plein de façons diverses et variées, mais on va avoir plutôt une mise sous pression en fait de ce maillon-là. Et donc ces deux façons de faire, on les a mises le long de la chaîne pour voir ce que ça donnait en France et comprendre un peu les proportions qui étaient en jeu. Donc c'est là que commence à arriver derrière ce cadre un peu nouveau, du coup, des idées qui nous semblent intéressantes à mettre en débat. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde toute la chaîne? Voilà déjà deux premières configurations de chaîne. Donc ça se lit toujours du bas en haut, hein, des exploitants agricoles, des paysans paysannes jusqu'aux consommateurs consommatrices. On va remonter la chaîne comme ça. Vous voyez que là, on a deux chaînes qui se distinguent, on les a mis plutôt en verte, par une forme de différenciation importante. Différenciation depuis l'activité agricole, qui va quelque part aller avec une forme de traçabilité jusqu'au consommateur. On va retrouver là-dedans de la bio, de l'AOP, du commerce équitable, des magasins de producteurs, enfin des circuits courts. Pas toute la bio, pas toutes les AOP, etc. Celles qui vont de pair entre une rémunération plus importante et qu'on pouvait statistiquement démontrer, et puis cette forme de différenciation en fait. Donc là, clairement, on va avoir une production qui suit et où le consommateur, consommatrice finale, sait quelque part que ce qu'elle achète n'est pas le tout venant, n'est pas semblable à n'importe quel produit, mais vient d'un endroit, vient de méthodes particulières depuis la partie agricole. Donc là, vous retrouvez certains des labels ou des signes de reconnaissance qui peuvent être là assez classiquement à gauche, mais il y en a plein d'autres. Hein, et à droite, c'est des signes de reconnaissance qui sont produits par la grande distribution. L'ensemble de ces filières différenciées ne fait que 8% de l'alimentation en France. Là, on est en valeur. Donc ça fait 92% de l'alimentation ne fonctionne pas comme ça. Ces 8%-là, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a. C'est aussi, vu des pouvoirs publics, les fameuses marches avant, les filières qui fonctionnent comme ça, où chacun arrive à avoir une rétribution adaptée à ses spécificités. Il y a cette variante qui peut vous paraître étonnante en orange là au milieu. C'est la variante qui a été notamment portée, c'est pour ça qu'on a mis ces logos là en haut, par les marques distributeurs, donc les marques des enseignes de supermarchés, mais notamment Lidl et Aldi, mais pas que, qui, même sur la bio, même sur les AOP, ont commencé en mettant leur marque, à introduire un changement qui est que le maillon intermédiaire doit accepter les contraintes que les distributeurs leur mettent, surtout en termes de prix. Et donc c'est à ce prix-là qu'on a une bio 30% moins chère chez Lidl ou Aldi ou en marque distributeur, Leclerc ou Carrefour par exemple, 20 ou 30% moins cher, mais du coup ça a un prix quelque part, qui est issu du fonctionnement du milieu de chaîne. Et encore une fois, tout ça ne fait que 8% de l'alimentation. Du coup, le reste. On a une proportion plus importante qui fait 11%, là c'est les premiers prix. Donc vous retrouvez là les premiers prix en grande distribution, mais pareil en restauration. Hein. C'est là qu'on parle d'un menu burger tout compris à 3 euros, quoi. Burger et frites. Là, on va avoir du rouge, enfin du orange, vous voyez, partout. C'est-à-dire que chaque maillon est tiré au plus bas possible et doit accepter le prix le plus bas qui puisse se faire. Ça ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir une forme de rémunération. Certains acteurs sont taillés pour trouver de la profitabilité là-dedans, mais c'est extrêmement rare, mais ça existe. Donc ça ne dit pas que c'est forcément à perte. Et ça dit par contre qu'il n'y a aucune marge de manœuvre pour demander plus. Et là, c'est 11% de l'alimentation en France. Donc, avec tout ça, on n'est toujours pas à la majorité. On a 11 et 8, ça nous fait 19. Donc, on n'est qu'à un cinquième. Bon, on va commencer à aller voir du coup le gros de l'affaire. Le gros de l'affaire, il est là. Ça sont les produits qui sont beaucoup plus connus d'un peu tout le monde, qui sont les produits de grande consommation. C'est un petit nombre de produits. On vous a mis deux tout en haut, là, le Nutella et le Camembert Président, mais on pourrait parler du jambon Herta, on pourrait parler du beurre Président, on pourrait parler de l'Orangina, du Coca. On en a pas mal des comme ça. Et en fait, ces produits-là ont une caractéristique, c'est un petit nombre de ce qu'on appelle de références, c'est-à-dire de codes barres différents. C'est genre moins de 1% de la quantité de codes barres que vendent les grandes distributions. La grande distribution, par exemple en France, mais on la retrouve aussi en restauration. Mais par contre, ça fait, comme vous le voyez tout en bas, 36% des ventes. Donc un tout petit nombre de produits qui fait venir un peu tout le monde pour faire ses courses tout le temps.
Et donc, ces produits-là sont un peu le cœur du réacteur du système alimentaire français. Et en tant que consommateur ou consommatrice, on peut avoir l'impression qu'ils sont pas chers parce que c'est là-dessus que se fait le matraquage publicitaire sur de l'eau pour le prix d'un, moins 30%. Enfin, vous voyez la mécanique, en fait, qui est notamment attisée par la grande distribution, mais pas que. En fait, ils sont pas chers parce que le dernier maillon est prêt à être à perte et n'arrive pas à couvrir ses frais internes avec ça, hein, son personnel de caisse, de logistique, sa plateforme d'achat. Et par contre, elle est extrêmement rentable pour le maillon milieu. Donc en fait, dit autrement, le Nutella, c'est pas un produit pas cher, c'est un produit qui est cher. C'est juste que le dernier maillon ne fait pas d'argent dessus. Mais la marque en fait énormément. Et en fait, c'est ça le point clé en fait de création de valeur du système alimentaire en France comme ailleurs, hein, en Europe et dans le monde. Et puis après, on a toutes les autres variantes qui font 45% de tout ce qui reste, qui vont être clairement en vert en haut, je vais revenir dessus, en orange tout en bas et qui peuvent être un peu partagées au milieu. En fait, on va commencer maintenant une lecture, je vous propose une lecture horizontale. Quand vous regardez tout en haut, en fait, la grande distribution perd énormément d'argent sur les deux blocs orange qu'on a au milieu. Parce qu'elle peut absolument pas couvrir ses frais. Et c'est bien pour ça qu'elle se refait sur ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Et que les marges, elle va les démultiplier sur les deux autres pour pouvoir faire le reste. Quand on regarde les grandes marques qui sont le tiret du milieu, elles sont en vert la plupart du temps. Quand elles sont en orange, c'est quand elles acceptent les conditions, mais c'est souvent plutôt les PME et les plus petites entreprises qui vont être en orange, et qui vont être mises sous pression, qui vont pas avoir la force de frappe. Aux agriculteurs en bas, et agricultrices, ben on voit qu'ils sont en orange sur plus de 90% de ce qui se vend en France. Et ça, c'est lié au fait qu'ils font du tout venant, ils ne voient pas la couleur en fait de l'argent qui est fait en aval. Qu'elle reste captée par les industriels ou qu'elle soit captée par la distribution ou par la restauration. C'est pour ça que tout le paquet que vous avez à droite, on l'a mis en orange, parce que c'est ce qu'on a appelé des filières indifférenciées, au sens où c'est la même production agricole la plus standardisée possible qui se retrouve dans toute cette diversité de produits, qui fait le gros de toutes les ventes, mais pour laquelle il n'y a pas de ruissellement, on dirait, si on veut utiliser ce terme-là, qui redescendent dans aucune mesure jusqu'aux agriculteurs, liés au phénomène de concentration et plus fondamentalement à la structuration du système alimentaire qu'on a vu avant. Et tout ça, bien sûr, ça a des impacts. Alors ça, vous le documentez, vous y contribuez à travers la méthode IDEA, mais on a plein d'impacts, je ne vous les refais pas côté agricole, de ce mode de fonctionnement fondamental. Mais pour juste compléter sur ce qu'on a en milieu de chaîne et tout en haut, ben, cette forte proportion de produits best-sellers, mais aussi de produits à bas prix, premier prix, ben, c'est beaucoup des produits plutôt gras, sucrés, salés, vendus à grand renfort de publicité et d'offres marketing, parce que c'est ce qui fait tourner, c'est ce qui fait revenir les consommateurs, c'est ce qui est fondamental. On a aussi de la précarité de l'emploi à tous les étages, des temps partiels subis, beaucoup de contrats courts, que ce soit en grande distribution, en restauration, n'en parlons pas, et bien sûr dans l'industrie, beaucoup de travail temporaire. Parce qu'on n'a pas seulement une compression qui redescend jusqu'aux agriculteurs, on a aussi une compression des coûts à tous les maillons pour trouver la profitabilité. Et une profitabilité plutôt importante. Donc ça, c'est un peu le schéma général de où est-ce qu'on en est. Et donc les filières plus différenciées qui pourraient aller avec de meilleurs impacts, en fait, qui sont sur la gauche, elles ne font pas système aujourd'hui, elles sont très minoritaires, quoi. Du coup, pour documenter un peu ces impacts, alors on a utilisé quelque chose qui est pas très loin de ce que vous faites, mais on utilise l'approche du donut ou de durabilité forte aussi en représentation. Donc là, vous retrouvez euh, une forme de boussole de durabilité qu'on utilise dans tous nos travaux, qui du coup vient décomposer les questions de plafond écologique, c'est le cercle extérieur, mais ça vous devez connaître mieux que moi, et puis de plancher social, enfin de droit essentiel qu'on a en violet au milieu, sachant qu'on a non anthropocentré la grille, donc vous retrouvez le bien-être animal dans le violet avec les autres droits humains que sont santé, conditions de travail, niveau de vie décent, etc. On utilise ça pour pouvoir documenter, mais là je vous la fais courte parce que vous connaissez, puis Maïs pourra répondre aux questions. On a d'abord documenté, avant d'aller dans les coûts sociétaux, en fait, beaucoup d'indicateurs et de métriques qui existent qui montrent que en fait, le résultat, il est pas très encourageant, il est plutôt dans le rouge, quelles que soient les composantes qu'on regarde de cette boussole de durabilité, et puis il va en se dégradant, en fait. Donc on est face à un vrai défi. Mais du coup, on a été plus loin en regardant quelles sont les dépenses qui sont reportées sur les pouvoirs publics. Ces dépenses qui sont reportées sur les pouvoirs publics,
on a été faire un vrai travail comptable, Maïs pourra vous donner tous les détails, qui nous a pris 1 an et demi, d'aller partout dans les comptes à différents niveaux de strates administratives pour comprendre y a-t-il des dépenses tangibles qui sont chaque année traçables dans les budgets publics et qui sont engagées pour faire face aux dépenses. Maïs pourra vous dire, parce que le gros paquet ici, vous voyez, c'est la santé, donc c'est toutes les dépenses de sécurité sociale, elle pourra vous en dire un peu plus sur la méthodologie, mais on a été regarder à la fois toutes les maladies qui sont liées à l'alimentation, mais on a appris que la quote-part de ces maladies dont la science, enfin, dont les données de cohorte en fait scientifiques en France démontrent la quote-part qui est véritablement due en fait au problème d'alimentation et d'obésité, pour laisser de côté les autres facteurs qui soient génétiques, de sédentarité, etc. Donc on a pris vraiment que ça. Donc vous voyez que c'est le gros des dépenses qui sont engagées. On retrouve pas mal en niveau de vie. Et c'est aussi tout le reste de la chaîne, pas que la partie agricole, parce qu'on a beaucoup de filets sociaux qui sont mis en œuvre parce que les gens ne gagnent pas assez pour vivre. Donc c'est du RSA+, c'est beaucoup de différents filets de sécurité qui sont mis en place. Et puis la partie verte, elle est plus faible, non pas parce qu'elle est moins importante en impact, au contraire, c'est juste parce qu'on a décidé en tant que société de mettre moins d'argent sur la table pour faire face aux conséquences de destruction de la biodiversité, de pollution de la ressource en eau, etc. Au total, 19 milliards d'euros. 19 milliards d'euros, c'est tout le camembert, dont vous voyez plus de 12 milliards donc pour la santé qui fait 61% du total. Et donc la partie environnementale, un petit quart, quoi. Donc on est plutôt de l'ordre de 3 milliards d'euros, 3-4 milliards d'euros pour le paquet environnemental. Encore une fois, de dépenses réelles engagées par la puissance publique. Ça, c'est ce qu'on a en bout de course. Mais avant ça, on a tout l'argent aussi qu'on injecte dans le système. On ne fait pas seulement face aux conséquences, on nourrit la bête, quelque part, j'ai envie de dire. Donc là, ce schéma, il se lit de la gauche à la droite. Il y a quel argent on met sur la table, toujours venant des pouvoirs publics, et à quel maillon de la chaîne ça va. On se rend compte plusieurs choses qui étaient nouvelles pour nous. D'abord, la somme totale en haut, c'est 48 milliards d'euros, c'est bien plus que la PAC. Et l'ordre de grandeur qu'on a, la PAC, c'est la partie violette qui va aux agriculteurs. Ce sont les 9 milliards d'euros qui sont bien connus. Mais en fait, on a beaucoup d'argent en orange, sous forme d'exonération sociale et fiscale, qui vont à tous les maillons de la chaîne. Et donc, les agriculteurs qu'on a tout à droite, ce n'est pas ceux qui touchent le plus. Ils touchent que 30% de tout l'argent public. Donc, ça fait partie des choses un peu nouvelles qu'on a posées. Quant au vert, qui peut peut-être vous étonner en bas, on a fait une comptabilisation assez originale et un peu nouvelle, je pense, à partir d'un travail qu'on a fait pour l'ADEME. Toute la restauration collective, que ce soit scolaire, EHPAD, université, etc., on a été prendre pas seulement toutes ces dépenses-là, on a été regarder uniquement la part qui est couverte par le contribuable. C'est-à-dire que si vous êtes parent d'élèves, vous payez peut-être 4-5 euros la cantine, sauf que le repas, il en coûte 12. Donc en fait, on a pris en compte les 12 moins les 5 payés par les parents, donc en fait les 7 euros qui sont pris en charge par le contribuable. C'est ça qu'il y a dans le vert. Et on l'a fait pour toute la restauration collective française. Et bien ça fait autant d'argent que la PAC. Simplement, on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est diluée dans des milliers de communes, d'intercommunalités, de régions, de départements, etc. Quand on commence à la voir en masse, elle a une importance pas anodine dans l'équation. Alors, deux dernières choses pour finir. Premièrement, à qui va cet argent? Donc là, je reste dans les 48 milliards. Il y a 40 milliards qui vont à nos fameuses filières orange indifférenciées qu'on voyait avant. Il n'y a que 3 milliards qui vont en bas, donc ça c'est les premiers ronds, aux filières différenciées qu'on voyait qui font 8%. Donc 40 contre 3, est-ce que c'est le bon ratio aujourd'hui pour vraiment pouvoir supporter, encourager en fait les filières et leur transformation? C'est un débat qu'on voulait ouvrir, on n'a pas de réponse, mais on voulait que le débat soit ouvert. Et surtout, on a mis en vis-à-vis tous les bénéfices nets, les profits nets qui sont générés par tous les acteurs de la chaîne hors agriculture, mais les transformateurs, la distribution, la restauration. On n'a pas pris les agriculteurs parce que c'est des indépendants, c'est difficile de savoir ce qu'est un profit net parce que son revenu, il est comptabilisé sous forme de profit. On a pris tout le reste de la chaîne pour ça. Et donc, tous les profits nets des Orange, vous voyez que ça ne fait que 28 milliards. Donc ça, c'était une grande nouveauté à laquelle on ne s'attendait pas, c'est qu'on met plus d'argent public que eux ne dégagent de profit. Ça change le regard qu'on a notamment sur les grandes entreprises et les grands champions français. Parce qu'on a l'impression que ce sont des grands champions qu'il faut soutenir parce qu'ils sont hyper conquérants et très compétitifs. En fait, ça donne plutôt aujourd'hui la vision d'un secteur qui, dans son intégralité, est sous perfusion et qui fait de l'argent parce que nous engageons de l'argent public pour faire face. Aussi bien en amont là, il ne faut pas oublier qu'il se rajoute en plus des coûts en aval suite aux conséquences de la façon dont ces filières orange sont faites. Donc c'est un deuxième sujet de débat. Donc est-ce qu'on a le bon équilibre 40 contre 3 et surtout, si on met autant d'argent sur la table, peut-être qu'on peut exiger des choses, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maëlys peut revenir dessus, quoi. Et puis pour finir, la vision d'ensemble de l'étude. On a essayé de poser un regard sur ces chaînes de valeur, dont la majorité sont orange
indifférencié depuis la partie agricole parce que les agriculteurs n'ont pas le luxe ou la capacité de négocier un prix qui va être différenciant en énorme majorité, pour des impacts qu'on a vus, qui sont là matérialisés sur la boussole de durabilité, pour des coûts, du coup, qui sont de 19 milliards d'euros et qu'on alimente avec 48 milliards, donc 67 milliards de coûts sociétaux au final pour tout cela. Voilà à peu près la vision d'ensemble. Maëlys, je te laisse Mhm. finir. Je suis désolé, je dois partir parce qu'ils m'attendent. Mais je vais laisser avec Maëlys en très bonne main qui peut répondre à peu près toutes vos questions, je pense. Merci beaucoup, Christophe, et au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question de compréhension, puis après, j'ai une question. J'en ai même deux en introduction, puis les collègues auront aussi des questions, j'imagine. À chaque fois qu'il est présenté, pour qu'on soit bien d'accord sur les chiffres ou ce qui est annoncé, c'est en pourcentage de la valeur du produit. C'est-à-dire quand il est dit, hein, je prends un exemple, les les chaînes de valeur type AOP Mhm. bio font 5%, c'est 5% des ventes totales, Exactement, en 2021. mais des ventes totales de toutes les ventes qui ont eu lieu en France. Ouais, des ventes de produits alimentaires en France en 2021. D'accord. Donc on est Tout mode de commercialisation confondu ou en supermarché? Tout mode de commercialisation confondu. donc c'est la valeur des ventes, toute alimentation, quoi. Mhm. Ok. Euh, oui, ça c'est ok. C'était ce point-là que j'avais. Alors, moi j'avais deux questions. Déjà, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que et je regrette que ça soit. Enfin, je regrette. Je trouve ça même fantastique que ça soit des bureaux comme le Basique qui sont payés par la Fondation du Progrès de l'Homme et donc par les fondations et donc la société civile qui font des travaux comme ça et que la recherche publique ne soit pas c'est pas qu'elle ne soit pas associée, mais c'est qu'on n'arrive pas à faire ça. En tout cas, à cette échelle macro. En tout cas, je l'ai jamais eu. Peut-être que j'ai pas, mais en tout cas, j'ai pas souvenir avoir lu de tel type de travaux. Moi, j'avais deux petites questions. C'est vos travaux, est-ce qu'ils ont été présentés? Parce que je sais qu'ils ont été présentés dans des organisations un peu alternatives, type Via Campesina ou des choses comme ça. Mais à qui les avez-vous présentés au niveau des distributeurs ou de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire et comment ça a réagi? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, qui est une question qui me trotte depuis des années, c'est pourquoi les agriculteurs, ça me trottait déjà dans les années 2000, pourquoi les agriculteurs et le syndicalisme agricole n'a pas réussi à comprendre que la bataille de la chaîne de valeur, elle se fait pas devant les préfectures, mais elle se fait dans l'achat du pouvoir de négociation et du pouvoir de blocage des distributeurs. Et donc, est-ce que vous auriez un chiffre sur, par exemple, si sur Carrefour, quel est le pourcentage faut-il acheter d'actions Carrefour pour bloquer? C'est-à-dire pour avoir un pouvoir de minorité, de blocage, pour permettre à ce que les prix payés aux agriculteurs soient plus élevés. Est-ce que vous avez fait ce calcul ou est-ce que ça serait possible? Et est-ce que c'est la chaîne? Est-ce qu'en gros, je prends le nombre d'actions que je multiplie par la valeur de l'action et là, j'ai mon pouvoir de blocage si j'achète 100%. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mhm. Je doute. Euh, Merci pour ces questions. Donc, la première chose, c'est que nous, on a travaillé, comme Christophe l'a expliqué au tout début, pour un consortium de 4 organisations avec des mandats très différents. Le Secours catholique sur l'aide alimentaire, 2 organisations paysannes avec les CIVAM, Solidarité Paysans, et aussi une organisation de santé, la Fédération française des diabétiques, qui représente voilà, plutôt le côté consommateur et personnes qui ont des pathologies liées à leur consommation alimentaire. Et donc, du coup, pour nous, le travail de plaidoyer ou le travail de diffusion, il est en grande partie réalisé par ce consortium d'organisations. Depuis septembre, ils diffusent dans l'ensemble de la France avec beaucoup de mobilisation au niveau local, permettant aussi d'inclure des personnes en situation de précarité alimentaire, des décideurs locaux. Et ils ont aussi fait une diffusion nationale. Donc, il y a eu tout un travail fait auprès des parlementaires parce que l'étude, elle est extrêmement importante pour ces organisations-là, pour dire il n'y a pas de pilotage.
C'est la base de données sur les financements publics qu'on a réalisée avec I4CE. C'est effectivement, on pourrait s'interroger sur le fait que ça ne soit pas fait par le Parlement français ou par au moins le gouvernement pour avoir une vision depuis le maillon agricole jusqu'à la distribution de l'allocation des financements publics dans leur diversité, incluant aussi les exonérations fiscales et les exonérations de cotisations sociales. Donc nous, il y a toute une partie du travail vis-à-vis des décideurs politiques ou des décideurs économiques Ouais. que nous ne faisons pas. Nous sommes appelés dans les moments où il y a besoin de notre expertise. Donc typiquement, on a assisté à une réunion interministérielle avec les différents ministères coordonnés par le secrétariat général à la planification écologique, où là, le BASIC a fait la présentation, a pu répondre sur tous les éléments méthodologiques. Mais la plupart du temps, ils font cette diffusion seuls. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de diffusion auprès des acteurs économiques. Pour nous, ça serait vraiment très intéressant de travailler au moins avec des organismes un peu plus spécialisés comme l'Observatoire français, vous savez, de la formation des prix et des marges, l'OFPM, qui a été notamment un peu en charge du suivi de la mise en œuvre des Galim, rattaché à France Agrimaire. Donc, pour nous, c'est effectivement très intéressant, mais peut-être dans un cadre de travail qui soit organisé avec les acteurs économiques et pas... parce que sinon, ça peut être sans fin, en fait, de présenter à des acteurs économiques. Et par contre, on a eu beaucoup plus de demandes évidemment, dans les filières bio, là, on a un peu fait la tournée des, des assemblées générales, des regroupements d'agriculteurs bio ou des interpros bio. Et donc ça, c'était vraiment intéressant vu les discussions budgétaires dans l'hiver avec les menaces pesant sur les différents organismes publics concernant l'écologie, l'agriculture bio, etc. Donc voilà, ça, on a eu pas mal de demandes plutôt du côté des acteurs économiques alternatifs. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a un peu un partage des rôles en sachant que notre souhait, c'est que ça a été 2 ans de travail. Donc, c'est colossal en fait pour nous. Vous verrez le rapport fait 300 pages. Il y a toute une partie aussi historique qui montre comment les pouvoirs publics ont eu un rôle fondamental dans la mise en place de ce système, la manière dont il fonctionne, les verrous pour répondre à des enjeux des années 50, 60, 70 qui ne sont plus aujourd'hui les nôtres et qui font que le système a du mal à réaliser sa transition. Et donc, enfin, voilà, pour l'instant, on est dans l'idée de continuer ce travail-là, ne serait-ce que pour que les données ne soient pas obsolètes, parce que là, vous avez des données notamment sur les financements publics qui datent de 2021, avec une accélération un tout petit peu, on va dire, Enfin, on va dire le contexte politique est de plus en plus mouvementé. On voit des décisions budgétaires qui peuvent être prises sur certains sujets du système alimentaire, des questions écologiques. Et on pense qu'il faudrait avoir une base de données indépendante qui puisse servir de ressource pour des parlementaires, mais aussi pour la société civile, les chercheurs et tous les acteurs en fait qui s'emparent du débat public sur l'impact, la durabilité du système alimentaire. Et donc l'idée, ce serait de créer un observatoire des coûts sociétaux du système alimentaire qui maintient bien non seulement des chiffres à jour sur les financements publics qui vont aux acteurs, mais cette distinction entre quels sont les financements qui vont d'une part soutenir quels modèles économiques enfin, aux différents maillons, et d'autre part, combien ça coûte en termes de report sur la société, donc en partie sur les pouvoirs publics, et une dimension qu'on a assez peu évoquée avec vous aujourd'hui, qu'on aimerait vraiment creuser, c'est de report sur les ménages. Donc là, on a vu notamment le cas, par exemple, des agriculteurs dont une partie des revenus sont compensés par les aides publiques, mais on peut voir aussi, par exemple, la partie de facture d'eau des ménages français qui est augmentée du fait d'un usage de plus en plus grand des pesticides et du coup qui se transmet en un coût vers des ménages et va engendrer une précarité peut-être sur les factures d'eau comme on a une précarité énergétique, etc. Et ça, on voudrait vraiment pouvoir analyser les coûts reportés des acteurs économiques, pas seulement vers la prise en charge par les autorités publiques des impacts négatifs, mais aussi vers les ménages aujourd'hui en France. Donc ça, cette idée d'avoir un observatoire, ce serait vraiment
l'idée d'avoir une coalition d'acteurs intéressés par la thématique qui s'inscrivent dans le temps avec un rendez-vous annuel permettant de suivre les données, de croiser les analyses et de vraiment faire le pont entre différents acteurs très différents, évidemment les chercheurs, mais d'un côté des organisations de la société civile comme celles avec lesquelles on a travaillé, mais aussi des élus locaux qui, par exemple, je file la question de l'eau, là, mais vous l'avez certainement vu, se sont récemment mobilisés à plusieurs reprises dans des tribunes, dans des prises de position sur le coût exponentiel de la potabilisation de l'eau pour les usagers de leur commune, qu'ils vont de plus en plus avoir de mal à prendre en charge. Et donc, on pense qu'autour d'un observatoire, donc nous aussi, on porte un projet d'observatoire, il y aurait la possibilité de créer un commun, un espace un peu neutre d'expertise sur ce sujet-là, où des acteurs de nature très différente pourraient trouver la ressource pour faire leurs propres activités, leurs propres plaidoyers ou leurs recherches dans le cas de chercheurs. Voilà. Merci beaucoup, Maëlys. Je vais pas trop parler, laisser la parole aux collègues, mais c'est très, très proche de notre question. Nous, l'Observatoire, juste, on le pense aussi, il faut enfin, on essaie de le penser avec des traitements simplifiés, automatisés pour permettre à des non-initiés de la recherche de pouvoir utiliser les données. Parce que sinon, ça restera des outils au service des chercheurs. Donc, il y a cet équilibre à trouver, voilà. Mais c'est pas l'objet du. Et, voilà. Et vous n'avez pas répondu à la deuxième question sur la question de la valeur, enfin le pouvoir de négociation, de blocage. Vous y avez. Alors, bah, c'est notre travail hein, sur la création et la répartition de valeur. Je pense que c'est ce qu'a essayé de montrer Christophe avec les chaînes de valeur. Il y a un système de péréquation en fait qui fait que aujourd'hui les distributeurs sont dans une situation de pouvoir de perdre un peu leur marge sur certains produits comme les best-sellers pour pouvoir attirer dans les supermarchés et de se refaire, si vous me permettez l'expression, sur d'autres produits. Et ça, vous le savez, ça concerne notamment les produits bio. Et on le voit, il y a d'autres produits un peu plus étonnants comme la charcuterie, enfin d'autres où il y a moins de main-d'œuvre et une capacité à générer plus de marge. Ceci étant dit, ce qu'on a pu documenter dans le rapport, c'est qu'en fait, l'évolution de la distribution vers davantage de concentration avec 8 acteurs est en partie un peu mise à mal par la concurrence notamment des discounters, donc Aldi et Lidl, qui ont des parts de marché grandissantes et qui, comment dire, ne font qu'alimenter en fait cette course vers les prix bas pour avoir davantage de parts de marché et qui fait qu'on a un modèle économique des supermarchés, des hypermarchés qui est un peu mis à mal, de moins en moins bénéficiaire avec les grandes enseignes qui se sont rabattues sur d'autres activités et que du coup, l'enjeu, il n'est pas nécessairement au niveau de la distribution en fait. Dans les travaux que Christophe a évoqués, que nous avons réalisés notamment pour la FNH sur les filières d'élevage, on s'est rendu compte qu'une bonne partie de la captation de la valeur ajoutée créée, elle se situait pour la filière lait au niveau industriel. On est vraiment à un chiffre en 2021 de 700 millions d'euros de bénéfices nets cumulés par les industries laitières en France pour leur branche lait, hein, vraiment en lien avec la consommation française et qui est bien plus importante que la GMS où on est à quelques centaines de millions et en moindre proportion d'augmentation. Donc, du coup, l'enjeu, il n'est pas tant de savoir comment on fait pression juste sur les distributeurs, il est vraiment de travailler sur comment une filière peut rémunérer les différents maillons de manière juste. Donc ça, c'était un peu ce qu'avait proposé Egalim et dont on voit toutes les difficultés à la mise en œuvre avec finalement très peu d'acteurs et très peu de produits concernés. Mais pour nous, vraiment, le propos, c'est bien de regarder depuis la production jusqu'à la distribution, en passant par le maillon industriel, et de voir pour nous notamment qu'il y a tout cet enjeu, pour pas trop m'étendre, de reconnexion OK. entre le consommateur et la qualité de la matière première agricole, même si aujourd'hui, on le voit, ça concerne 8%
des ventes en fait. Mais pour nous, il y a vraiment tout un travail à développer sur ça. Comment reterritorialiser des filières, s'assurer que ça ne soit pas de l'emploi délocalisable, y compris au maillon industriel qui est en partie remis en cause par une consommation de plus en plus dépendante de ces importations. On l'a vu sur nos études sur le lait et la viande de bœuf, c'est extrêmement important et enfin, en augmentation. Donc voilà, c'est une discussion beaucoup plus large que comment on fait changer la gouvernance de Carrefour avec une capacité de blocage, je dirais. Merci beaucoup, Maëlys. Alors, pour structurer là, parce qu'en fait, on a des questions qui peuvent venir soit de la salle, soit de nos collègues en visio. Donc, je ne sais pas si nos collègues en visio, ben, il faut cliquer sur la petite main pour que vous posiez des questions, si vous en avez. Sinon, ça peut être plus tard ou pas du tout. Et, euh, et puis après, au niveau de nos collègues en présentiel, Moi, j'ai des questions. oui. Ben alors, tu te présentes, Sydney. J'y vais. Donc, Sydney Girard, ingénieur agronome, membre du comité scientifique de la méthode IDEA. Moi, je me posais bien évidemment des questions sur ce que votre petite figure là parle en termes d'impact, euh, impact des systèmes alimentaires français. Donc, je voulais un peu savoir comment vous êtes arrivé à cette liste d'impact-là, quelle a été un peu votre démarche autour, autour de cette identification des impacts du système alimentaire. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous en dire? D'une part, ça c'était ma première question. Et puis ma deuxième question, j'ai bien compris peut-être une des limites, euh, c'était que votre analyse, en tout cas du coût des impacts, elle était limitée par les coûts qui sont réellement dépensés par la puissance publique, que du coup c'est une analyse de la comptabilité publique. Et donc je voulais savoir si dans cette démarche d'évaluation des impacts, vous aviez aussi travaillé à une estimation même grossière des coûts qui, pour l'instant, sont portés par personne, mais qui devraient être portés. Et qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à ces 48 milliards-là de coûts que vous avez, identifiés? Euh, oui. Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question qui est plus évidente. On a évidemment commencé à lister dans le rapport l'ensemble des coûts qui ne sont pas pris en charge aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement important en fait, parce qu'on se rend compte que c'est essentiellement du préventif, du curatif, je veux dire justement, et très peu de préventif. J'essaye de, voilà, si vous voyez, la santé, on est vraiment sur du curatif. En fait, ce qui est très difficile, c'est qu'on a plusieurs natures de coûts qui ne sont pas pris en charge. On est dans une approche extrêmement conservatrice où on peut attribuer des dépenses publiques effectives au système alimentaire. Donc, ce qui a été la première difficulté pour nous, c'est de pouvoir, par exemple, je prends un exemple tout simple, les cancers pédiatriques environnant de certaines exploitations agricoles. On a un faisceau d'indices établis par la science pour pouvoir faire le lien avec l'usage des pesticides. Et en même temps, il y a une difficulté à pouvoir l'établir en croisant plusieurs études. Donc, on a dû, sur certains sujets, avoir une approche la plus conservatrice, la plus précautionneuse possible pour pouvoir établir la responsabilité du système alimentaire dans ses dépenses. Donc, il y a une question qui est liée à l'avancement de la recherche et des éléments pour pouvoir attribuer ça. Et ensuite, il y a la question des choses que l'on ne souhaite pas quantifier. Est-ce qu'on souhaite quantifier la perte des abeilles? Est-ce qu'on souhaite quantifier la perte d'une vie? Et ça, c'est des choses qui sont inestimables et qui, du coup, malheureusement, on a cité dans notre rapport, mais ne se transmettent pas en dépenses publiques. Donc ça, c'est vraiment lié à tous nos choix méthodologiques de rester rivés à une approche coûts sociétaux inspirés par l'auteur Cap qu'on a un peu revisité pour ne pas entrer dans des discussions sur les externalités à partir de pertes de productivité ou d'autres éléments qui nous semblent aller sur des terrains en fait un peu glissants pour pouvoir estimer la valeur des choses. Donc à partir du moment où on approche dépenses publiques, ça a limité un certain nombre de sujets qui ne sont pas pris en compte, mais qui sont bien évidemment nommés dans notre rapport. Et du coup, ça me permet de venir à votre première question.
Notre démarche, donc ce que vous voyez, la boussole que l'on a utilisée avec 15 thématiques de durabilité forte en lien avec la durabilité du système alimentaire que vous voyez à l'écran. Derrière, c'est tout un outil dynamique à partir de l'étude de 400 références académiques, nous permettant d'établir le chemin d'impact entre l'utilisation des pesticides et les impacts sur le sol, sur l'eau, sur la biodiversité, sur la santé des consommateurs, sur les conditions de travail. On a pu rétablir en dynamique, en fait, comme une grille d'analyse qualitative, les différents chemins d'impact en face de cet exercice qualitatif. Ce qu'on a souhaité, c'est pouvoir, ce que vous voyez à droite de l'écran, sur chacune des thématiques, essayer de quantifier les impacts en faisant une sorte de tri des données les plus récentes, les plus pertinentes pour illustrer sur chaque thématique notre propos. Et on a dans les annexes de notre rapport, vous retrouverez pour chacune des 15 thématiques, c'est une somme, hein, on a fait, je sais pas, peut-être une dizaine de pages par thématique permettant de restituer les problématiques et donc les différentes causes des impacts sur chacune de ces thématiques de manière qualitative en recensant les éléments quantitatifs que nous avions grâce à la recherche et ensuite, quand c'était possible, sur certains types d'impacts, les dépenses publiques associées que là, nous avons transposées en coût. Donc là, vous avez des exemples, mais c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment pour la présentation PowerPoint, un chiffre parmi un effort qu'on a fait de vraiment regarder toutes les données disponibles aujourd'hui pour pouvoir quantifier les impacts du système alimentaire sur ces 15 thématiques. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on a vraiment une démarche à partir d'une grille d'analyse qualitative, ancrée dans la durabilité forte, pour être systémique, de description des différents impacts, de regarder ceux où on peut quantifier et de regarder les impacts où il y a une prise en charge des pouvoirs publics des impacts générés par le système alimentaire. Et je vous encourage, donc ça, ce n'est pas dans le rapport de recherche. Il y a, on va dire, un rapport environ de 130 pages qui s'appelle les annexes thématiques dans lequel vous retrouverez notre travail de recensement, un des impacts, deux, de leurs impacts quantifiés et trois, du coût que ça représente pour la société, quand nous pouvions le calculer. Merci Maëlys. Je crois que s'il est mis, l'annexe, elle est mise au rapport dans les documents que j'avais envoyés en préparant le comité scientifique. Donc, on pourra aller voir tous ces détails de chaque des 10 thématiques là. Je vais peut-être vous envoyer le lien parce qu'il est distinct. Je le fais tout de suite là dans le chat en vous Merci. expliquant. Mais on les a bien, en tout cas. Il y a Rémi qui souhaitait à distance, du côté de SADAP, de l'unité UMR SADAP. Rémi, tu nous entends ou pas? Oui, on t'entend bien. Du coup, c'était Léa qui avait une question. Ah, voilà. Mais si tu peux te présenter, Léa, merci. Alors du coup, moi, je suis stagiaire avec Rémi. On est dans l'unité agronomie à Saclay. Et donc voilà, je suis en stage de fin d'études et j'ai fait mes études à l'agro de Rennes. Et donc la question que j'avais, c'était par rapport aux chaînes de valeur que vous avez présentées. J'avais juste, enfin, juste peut-être une petite précision à demander par rapport au fait que la grande distribution, de ce que j'ai compris, ne pouvait pas trop se faire de marge par rapport aux produits, donc type donc les grandes marques et aussi les produits qui étaient plutôt peu chers. Et du coup, reporter cette valeur sur les produits donc type en bio, par exemple. Et je voulais juste savoir, en termes de temporalité, est-ce que c'était dans cet ordre-là ou c'était plutôt dans l'autre sens, dans le sens qu'il se faisait d'abord une marge sur les produits à forte valeur et donc ils pouvaient se permettre de faire, de baisser les prix, entre guillemets, sur les autres prix? Je pense que c'est la même dynamique, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à suivre les taux de rotation de manière quasi instantanée dans les magasins. Donc du coup, je ne sais pas répondre à votre question, je crois qu'il n'y a pas de chronologie, tout ça se fait
de manière extrêmement précise et suivie, avec des jeux où on voit des directeurs de magasins. Enfin, ça, je l'ai vu dans la presse, hein, dans des documentaires, où on les voit faire bouger leur prix d'un jour à un autre. Donc, je pense que c'est difficile de répondre à votre question. C'est un mouvement perpétuel, je crois. Ok, merci. Antonin, s'il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de main levée, merci d'avoir baissé. Léa, t'as un petit mot. Il y a Antonin. Vas-y, Antonin. Oui, bonjour, Antonin Pépin, chercheur à INRAE à Rennes, en agronomie. J'ai une question sur la méthode avec laquelle vous êtes arrivé à faire le diagramme, qui est super intéressant, avec les différents types de produits, là, le bio, les AOC, les produits d'appel, etc. Comment vous avez réussi à obtenir des informations pour positionner les petits diagrammes, soit vert, soit orange, sur ces différents produits? Parce que moi, je connais rien du tout à cette partie plutôt commercialisation, mais comment on sait que le camembert président, c'est un produit où les grosses surfaces ne font pas trop de marge, mais ça permet de faire venir les clients, etc. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que s'il y a des données là-dessus? Est-ce que c'est des enquêtes? Est-ce que c'est connaissance, grosse expertise là-dessus? Merci. Alors, je dirais que là, on touche le cœur de l'expertise du basique avec une longue expérience, notamment de Christophe. Euh, et du coup, en fait, c'est un mélange de connaissances sur les principales filières parce qu'au final, vous vous retrouvez avec, enfin, je veux dire, en termes de chiffre d'affaires, il y a quelques filières très importantes et d'objectivation dans la presse professionnelle. Une de nos sources très importantes, c'est la presse professionnelle qui nous permet de pouvoir voir les parts de marché alors, au niveau d'une entreprise, mais surtout de pouvoir croiser une entreprise et ses différents segments, en fait, parce que plus les acteurs de l'industrie agroalimentaire se concentrent, plus ils ont un multi-positionnement. Et du coup, on a pris, on va dire, les volumes, pardon, les entreprises avec les plus importants volumes. Je sais pas, sur la filière lait, on va prendre Lactalis, Savencia, Sodial, vous voyez, enfin, on va prendre les 5-6 gros pour avoir la majeure partie des volumes. Et ensuite, on a des informations, soit dans la presse pro, soit dans leur rapport d'activité, sur la valeur dégagée par le segment bio, le segment AOP, etc. Et là, ça nous a permis de pouvoir faire une modélisation permettant de répartir aux différents maillons les ventes de ces acteurs-là. Donc, il y a une partie de simplification, mais après, c'est aussi de la modélisation avec voilà, différentes hypothèses et absolument tout est expliqué en annexe méthodologique. Vous pouvez retrouver tous les éléments de notre modélisation. Très bien, merci beaucoup. Merci Maïs. On a un collègue qui est en visioconférence. C'est Nicolas Dumoulin du LISC de Clermont. Si vous pouvez juste vous présenter votre discipline au moins ou ce que vous faites et puis par rapport à Maïs. Et puis merci d'être présent avec nous. Oui, bonjour, c'est Sylvie Huet qui m'a guidé vers vous. Donc moi, je travaille donc dans le même laboratoire que Sylvie et donc à l'INRAE de Clermont-Ferrand. Et je suis informaticien, on travaille sur les modélisations quantitatives des systèmes agroalimentaires et plus particulièrement là en ce moment appliqué à la restauration collective. Et donc justement, donc merci pour la présentation, pour les réponses aux questions et pour vos documents. C'est très intéressant. Je me pose une question sur la reproductivité de vos résultats, notamment, enfin moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, dans la présentation, il était mentionné le fait de la décomposition des plats préparés, donc à partir de la consommation des plats préparés, redescendre à la demande en produits agricoles, donc ça fait partie également de nos travaux. Donc nous pour ça on utilise Agribalise et après ensuite on met en relation par rapport aux données de production de l'Agreste notamment. Et donc, j'aimerais savoir, j'ai pas regardé, enfin, j'ai pas trouvé encore, j'ai regardé rapidement dans vos annexes. Est-ce que vous documentez tout cela dans vos publications ou est-ce qu'on peut avoir des éléments complémentaires voilà, de précision sur la décomposition de ces plats préparés et pour arriver pour chiffrer également ces montants et ces volumes de consommation? Merci.
Merci pour votre question. Alors, c'est d'autres collègues qui travaillent sur la restauration collective, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, on a eu une approche davantage finances publiques sur le coût. On a fait tout un travail sur les coûts complets de la restauration collective pour l'ADEME, qui nous a permis de regarder les différents leviers de transition, avec d'une part le passage évidemment à des produits durables et à la bio, mais en regardant la baisse du gaspillage et le fait par exemple aussi de passer à davantage de repas végétariens. Donc nous avons des travaux nous permettant sur différentes modalités de restauration scolaire d'évaluer en termes de volume et de coûts les coûts de la transition. Donc ça, ce sont d'autres travaux. Et là, on a vraiment eu une approche par rapport à ce qu'on avait établi dans cette étude pour l'ADEME sur les coûts complets de la restauration collective, de prendre la part de l'approvisionnement alimentaire qui est minime en fait dans les coûts complets de la restauration, parce que c'est à peu près un quart, ainsi que de retrancher ce que payent les familles pour s'intéresser à ce que les autorités publiques, et en particulier les collectivités territoriales, injectent du coup comme financement pour le seul approvisionnement alimentaire de la restauration collective publique. Mais donc du coup, c'est vraiment une démarche plus financière en fait sur le montant de ce que représentent les repas de restauration collective publique à l'échelle macro en termes d'approvisionnement sur lequel nous pourrions conditionner davantage la demande publique quand il y a voilà, achat de denrées alimentaires. Je ne suis pas sûre que ça réponde à votre question. Donc, si je peux préciser, c'est en fait parce que vous évaluez les impacts environnementaux donc de la consommation alimentaire, enfin, du modèle alimentaire, donc du coup des ventes par exemple de produits préparés, et donc à partir de vente d'un volume de vente de produits préparés, pour estimer donc ces impacts environnementaux, vous décomposez les produits préparés en production agricole. Donc je voulais savoir si vous saviez, voilà, si vous utilisez, quelle méthode vous utilisez, s'il était documenté, si On vous a pouvez répondre plus tard. Ouais, je crois que c'est pas une approche quantifiée les impacts. Je vais renvoyer la lien spécifique. Je vous encourage vraiment à regarder. C'est ce que j'ai décrit. On a une approche plutôt avec une grille d'analyse qualitative où par ailleurs on a essayé de quantifier certains impacts, mais on n'a jamais cherché à dire par rapport au volume d'aliments utilisés dans la restauration scolaire publique, voici les impacts. On n'est pas du tout dans ce genre de démarche. Merci, parfait, c'est clair. Merci. Non, il n'y a plus de main levée. Nicolas, si vous pouvez baisser votre main, sinon je pense. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont des questions ou... Moi, j'avais juste une dernière Tu question. te présentes, Christophe? Ouais, vous m'entendez bien? Non, on m'entend pas. Maëlys, vous entendez Christophe ou pas? Parfaitement. Ah, d'accord. Moi, Voilà. je vois en fait le fait que vous engagiez enfin, vous avez comment dire, défini vous voulez re-territorialiser la production et la consommation. Est-ce que vous avez une étude de la dynamique par rapport à une dizaine, une vingtaine d'années auparavant sur l'aspect territorial ou pas? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous avez étudié ça dans votre rapport ou pas du tout? Je m'explique. Est-ce qu'il y a 15 ans, 20 ans, on avait plus de vente à la ferme, de marché, des choses comme ça? Ou est-ce que l'aspect commercialisation en grande surface en GMS a vraiment pris le pas? Enfin, est-ce que vous avez une idée de ça? Alors, alors, enfin, en fait, vraiment, la première partie du rapport est extrêmement historique. Il y a une centaine de pages qui permet pour chaque maillon de voir l'évolution des acteurs, l'impact législatif. Alors, on n'a pas fait une évaluation du cadre réglementaire, mais on a bien resitué pourquoi, quelle loi a entraîné telle dynamique économique et aujourd'hui expliquant en fait l'état des lieux du fonctionnement du système alimentaire. Et donc ce qu'on voit notamment, c'est qu'il y a enfin, un des nœuds est notamment lié à l'ouverture des marchés et au fait que beaucoup d'acteurs soient mis en concurrence, notamment au niveau industriel, par les importations qui sont croissantes.
Et ça, c'est extrêmement bien expliqué. Et on a pu faire un travail sur les flux, en fait, de la consommation française, où on peut restituer les importations aux différents maillons. Donc là, au niveau de l'ensemble du système alimentaire, ce qu'on a détaillé par ailleurs dans certaines études sur l'élevage, dont je pourrais reparler si vous souhaitez pour la FNH, et qui nous permettent de voir qu'il y a quand même une tendance à une augmentation croissante des importations, y compris de produits transformés, enfin surtout de produits transformés, qui peuvent voilà, enfin, expliquer en partie la déprise qu'on peut voir dans certaines filières au niveau agricole et aujourd'hui la difficulté croissante que peuvent avoir certaines industries et en particulier les entreprises de petite et moyenne taille des industries agroalimentaires qui ont une difficulté à se positionner voilà, dans un système ouvert. Donc, ça répond, je ne sais pas si ça répond à votre question sur la reterritorialisation, mais de ce que nous voyons sur les filières d'élevage et du schéma général, on a l'impression qu'on s'est plutôt dans la perspective d'avoir de moins en moins de territorialisation de nos filières, ce qui est confirmé aussi par notre travail qu'on fait de diagnostic au niveau des territoires de leurs systèmes alimentaires, où on est sur des taux de dépendance vis-à-vis des autres régions françaises ou du territoire européen qui est phénoménal, qui dépasse les 90-95% à la faveur de tout ce que vous connaissez, sur lequel je ne vais pas revenir, spécialisation, etc., etc., etc. Donc, du coup, oui, on a identifié l'historique, les politiques publiques, l'évolution des acteurs économiques. Et sur les chiffres d'importation, on a quelques éléments, même si c'est clairement une si petite partie de l'étude qu'il n'y a pas une perspective sur 40 ans de l'évolution de nos importations avec analyse qualitative de ça. Mais il y a des éléments. D'accord. Donc, bah, merci. Oui, vous avez répondu, parce qu'en fait, la question que je me posais, c'est quel levier on avait. Et c'est vrai que la mise en concurrence sur le plan mondial, quand on voit, nous, quand on fait du plan alimentaire de territoire, on se, on se heurte tout de suite à la concurrence filière et à l'organisation mondiale. Et du coup, même si on a une volonté politique de recentraliser, etc., on nous dit que ça va pas se faire en 5 ans, quoi. Voilà. Mais là, est-ce que j'entends bien que quand vous dites reterritorialisation, c'est français, parce que bon, enfin, pour moi, ça n'a pas du tout ce sens-là, la reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation, c'est produit français, parce que quand on parle d'importation et d'exportation, là, on fait juste la différence entre des produits français ou des produits hors France. C'est ça? Mais en fait, c'est tout l'enjeu, c'est de voir qu'ils sont concurrencés directement par un marché. Parce qu'en plus, enfin, ce qu'on voit en tout cas sur les filières d'élevage, c'est que les importations, elles sont en très grande majeure partie issues de nos voisins européens, donc sur un système de marché totalement ouvert. Et donc, j'ai répondu par défaut, en fait, sur le fait que pour que les produits français et non délocalisables ou reterritorialisés soient viables économiquement, aujourd'hui, la pression est extrêmement forte sur différentes filières par la production des Polonais, des Néerlandais, etc. Donc, c'est le steak haché qui vient de Pologne, le gruyère râpé des Pays-Bas, le beurre congelé du Danemark. Enfin, voilà. Pardon, je l'ai dit de manière très caricaturale là, mais pour être bien sûr me faire comprendre. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'avais une toute petite question complémentaire sur cette question des chaînes de valeur et des marques distributeurs. J'ai pas compris à un moment donné. Dans le tableau des chiffres au tout début, il y avait les chaînes de valeur de qualité AOP bio faisaient 5% des ventes. Et puis après, Christophe, il a dit qu'il y avait une deuxième chaîne de valeur qui était représentée par Aldi, Lidl, qui était beaucoup plus difficile en termes de négociation de prix avec les agriculteurs. Et ça, il semblerait que ces distributeurs, Aldi et Lidl, là, c'est pour ma connaissance personnelle, hein, sont en train de casser cette chaîne de valeur de qualité que les agriculteurs ont essayé de construire. Tout à fait. Alors,
Voilà, c'est là, c'est ça. Ce 3% là, des ventes, la deuxième colonne, là. Enfin, je sais pas si ça s'appelle une colonne, mais Une après, chaîne de valeur? voilà, chaîne de valeur, 3% là. À un moment donné, Christophe, il a dit que là, on retrouvait Aldi et Lidl et qu'ils étaient dans un modèle économique qui était pas du tout en faveur finalement de la qualité. Ils écrasaient les prix de la qualité pour se démarquer dans la concurrence de ces grandes surfaces. Non? Exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir restituer dans ce schéma qui se veut simple, l'idée que, y compris sur des filières différenciées nous permettant de reconnecter avec un territoire la qualité du produit agricole, en fait, il y avait du fait de l'inscription dans des circuits longs et dans une distribution, pas seulement au niveau de la GMS, mais du discount, une pression qui était d'autant plus importante sur le reste de la chaîne que le principe du discount, c'est d'offrir plus bas. Et il y a eu une stratégie de Lidl et Aldi d'investir aussi ce champ. Du terroir. Donc là, vous avez à l'écran Saveur des régions, si je ne dis pas de bêtises, c'est, il me semble, Intermarché. Et ils ont investi donc soit le terroir avec, vous avez aussi Reflet de France chez Carrefour, tout un tas de marques qui se réapproprient ces codes-là pour pouvoir générer de la valeur, en fait, recréer cette diversité et qui néanmoins veut le proposer moins cher. Et donc derrière, ce qu'on a, c'est pour pouvoir offrir des produits de qualité moins chers, et on l'a vu, on l'a documenté dans notre étude sur la répartition de la valeur au sein de la filière lait, c'est 30% moins cher entre 7 et 30% moins cher pour tous les produits laitiers bio et AOP chez Aldi et Lidl. Donc Oui. c'est phénoménal, un tiers de moins en termes de prix consommateur. Mais alors, Et merci. Juste ma question, c'est ces 30% de moins retournent, enfin, ça impacte y compris chez l'agriculteur ou c'est 30% de moins sur l'industriel agroalimentaire qui, en fait, finalement, les produits Reflet de France ou région, saveur des régions, c'est le même industriel agroalimentaire qui va vendre avec une marque saveur des régions ou avec une marque qui pourrait être peut-être Danone, enfin, j'en sais rien, je sais pas. Mais donc, non? en fait, tout l'intérêt, donc vous voyez le schéma, la compression des marges et des coûts, elle se situe au niveau de l'industriel. Le orange dans la deuxième colonne. Et Oui, en fait, ce qu'on retrouve souvent, c'est une stratégie de l'intégration du maillon industriel, d'où le fait d'avoir des marques distributeurs. Parce que quand vous faites des marques d'accord. distributeurs, il y a deux options. Soit de toute manière, vous êtes à livre ouvert parce que, en fait, comme c'est votre client direct, l'industriel, vous voulez savoir son niveau de coût et vous regardez. Vous pouvez avoir une négociation très informée, ce qui vous permet par ailleurs de négocier avec les autres marques quand elles vous fournissent le même type de produit. Ou sinon, carrément, on a vu notamment Lidl intégrer certaines fonctions comme les autres enseignes, hein, mais sur des produits, en fait, ils réduisent la diversité de l'offre. Ils se concentrent sur certains produits où d'ailleurs souvent il y a une offre combinée en équitable et en bio. On l'a vu notamment sur le chocolat. Et ensuite, soit ils intègrent, soit ils ont une négociation extrêmement serrée avec les industriels. Et là, ça permet notamment au segment dont je parlais juste avant, qui est rendu très vulnérable par la concurrence européenne, les petites et les moyennes entreprises, de continuer à survivre avec des contrats où ils acceptent un tout petit peu d'être à des marges extrêmement faibles, voire proches de l'équilibre, pour pouvoir survivre. Merci beaucoup, Mélisse. Intégration, ça veut dire achat, quoi. Ils rachètent des industriels. Oui, il y a Ok, les deux. ok. Mais- Merci. Je ne sais pas, je ne vois plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou, on a vraiment eu une belle présentation. En plus, à un moment donné où j'ai bien compris que c'était assez tendu pour le basique. Donc, on ne peut que vous remercier encore. Et puis, on retient le fait qu'il y a peut-être la possibilité de se retrouver lors d'un séminaire ou d'un échange sur ces questions d'observatoire, même si on n'est pas du tout à la même échelle. En tout cas, l'objet que vous questionnez, c'est quand même la durabilité de ces systèmes, comme nous, quoi, je veux dire. Et donc, avec différents observatoires ou modes d'observation,
c'est avec plaisir de continuer à échanger Et, s'il et, y avait enfin un lieu de rencontre, peu importe l'endroit, hein, c'est pas, mais c'est en tout cas d'échanger sur les perspectives que vous avez. En sachant que oui, nous, on ne travaille pas sur des coûts. Voilà, on ne monétarise pas du tout. Voilà. La non, durabilité, quoi. Alors que vous avez une force aussi, c'est de vous comparer à un moment donné des montants de, enfin, une force ou une faiblesse, mais parce qu'après, est-ce que c'est juste ou pas, mais en tout cas, il y a une possibilité de mettre en relief au niveau économique les coûts cachés de ces systèmes agroalimentaires. Ah, oui, et je pense qu'il y a une articulation qui est extrêmement stratégique à faire parce que tout l'enjeu pour nous, c'est de dire, par rapport à ce que vous pouvez documenter sur les différentes dimensions de durabilité des différents systèmes productifs au niveau de votre observatoire, nous, tout l'enjeu, c'est de dire beaucoup plus de financement public est mis un peu par défaut, notamment à l'aveugle avec ce système d'exonération de cotisations sociales et fiscales, y compris au niveau agricole. oui. Sans choix en fait de savoir qui on souhaite soutenir, quel modèle agronomique, économique, etc. Pour nous, ce qui est très intéressant, c'est de l'articuler et de dire finalement, en mettant davantage d'argent vers le système conventionnel, vous générerez plus d'impacts qui se retransmettent, excusez-moi, en dépenses publiques croissantes, alors que vous pourriez avoir un système de conditionnalité des financements publics dès l'origine. Pardon, je m'étouffe. Et que ça semble plus intéressant pour pouvoir générer des économies. J'ai plus ma voix. Mais ça veut dire qu'on arrive à la fin de notre échange, grand échange, Mais mais vous voyez l'articulation dont on parle en fait. C'est que pour nous, bien sûr qu'elle se situe à des niveaux différents, mais ça serait extrêmement intéressant et bénéfique de euh, pouvoir se coordonner. dernière petite question, mais il n'y a pas urgence. On serait très preneur de votre diapo, notamment pour nos collègues qui ne sont pas là, c'est-à-dire Pierre, Mohamed, enfin nos collègues qui n'ont pas pu assister. Et donc, si vous acceptez d'échanger votre diaporama, de le partager, nous, on le diffusera aux collègues, quoi. Avec grand plaisir. Oui, ben, Et je merci t'ai beaucoup. envoyé les liens vers... parce que voilà, donc ce rapport, il a une synthèse, un rapport de recherche, des annexes. C'est assez complet. Et il y a même une présentation en ligne lors d'un webinaire que Christophe avait donné, si vous voulez le retrouver. Donc, il y a quand même pas mal de ressources sur notre site internet et une synthèse. Donc, vous avez la possibilité, en fonction du temps dont vous disposez, d'avoir plusieurs formats parce que c'est un peu colossal sinon. D'accord. Eh ben, écoutez, on se dit à la prochaine. Et encore merci à Christophe et bonne fin de semaine.